Les grenadines, c'est pour moi la définition du paradis sur Terre. Vraiment, l'eau, elle est transparente, mais pendant 3 minutes autour de ton bateau, tu vois 5 tortues qui vont respirer, quoi. Enfin, vraiment, on va dans l'eau et là, on tombe nez à nez avec une raie, mais immense. Mais quand je te dis immense, c'était un truc de malade. PB, il te dira, ouais, la raie, elle faisait 4 mètres, 5 mètres de large. Moi, je dirais plus 3 mètres, mais tu vois, 3 mètres, déjà, c'est énorme. Hello, hello, vous écoutez Les Frappés, le podcast de celles et ceux qui se dépassent. Je suis votre hôte Loïc, ancien sportif de haut niveau en judo, coach, préparateur mental et amoureux d'activités outdoor en tout genre. Ma conviction, c'est qu'on a tous une petite étincelle de folie et d'audace, une version un peu frappée de nous-mêmes au potentiel exceptionnel qui sommeille en nous. J'ai créé ce podcast pour vous faire découvrir des femmes et des hommes qui ont osé le réveiller. Mes invités sont des athlètes de tout niveau, des aventuriers professionnels, des voyageuses au long cours, des entrepreneuses ou encore des militaires, des forces spéciales. Leurs témoignages au micro du podcast sont de puissantes invitations à passer à l'action. Attention, une écoute régulière peut entraîner des changements positifs irrévocables dans vos vies. Partir pour un voyage de 9 mois sur un bateau en sachant qu'on a le mal de mer, c'est peu commun. C'est pourtant ce qu'a fait Emmanuel alias Manu en l'embarquant à bord de Flash, un voilier de 12 mètres conçu pour être rapide, mais finalement assez peu confortable. Manu nous explique comment le projet est né, ses premières expériences à bord avant le vrai grand départ pour une transatlantique dantesque le 8 décembre 2023. Des rencontres avec les dauphins en passant par de vraies galères techniques et finalement la découverte de lieux paradisiaques à l'eau turquoise à l'arrivée. Ce récit est une véritable invitation à voyager. Un récit également qui souligne une fois de plus l'importance d'oser affronter ses peurs pour vivre des expériences inoubliables. Excellente écoute à vous. Et j'ai surtout bien rigolé en lisant le récap du doc, en fait. J'ai tout quitté, travail, famille, amis, sauf mon conjoint, pour acheter un voilier et traverser l'océan alors que j'ai le mal de mer. Ouais, j'en ai besoin de lui, du conjoint, parce que je le dirais, mais sans lui, clairement, lui, il est moniteur de voile. Je sais pas faire de la voile, moi. Enfin, maintenant, je sais, mais avant, je savais pas. Ça, c'est assez hallucinant quand même. Ouais. Mais écoute, on peut peut-être commencer par ça. Du coup, quand tu dis que tu as tout quitté, travail, famille, amis, c'était quoi ta situation ? On était en quelle année et c'était quoi ton parcours jusqu'à ce moment-là ? Yes, alors c'était fin septembre 2023 où en effet j'ai tout plaqué, donc à la fois mon boulot que j'avais depuis 8 ans, un beau CDI où honnêtement, bon il y a eu des hauts des bas comme dans tout taf je pense, mais où là ça se passait vraiment très très bien. Malgré tout j'ai tout quitté et j'ai décidé de partir en voilier avec mon conjoint et Anne-Lise, une amie, qui tous les deux sont en fait moniteurs de voile. Et on a décidé de faire ce voyage-là ensemble, sachant que on avait quand même un handicap qui est que moi, je suis sujette au mal de mer. Voilà, et pas le petit mal de mer, hein, c'est pas la petite migraine qui dure 3-4 heures et qui passe. Non, non, c'est pas du tout ce niveau de mal de mer que j'avais me concernant. Et si je fais un peu une repasse sur mon parcours par rapport au mal de mer, c'est que je viens vraiment de loin par rapport à ça. Pourquoi ? Parce que j'ai été malade, par exemple, en surf. Bon, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais n'empêche, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire qu'il avait déjà été malade en surf. Je savais pas que c'était possible. Et je suis la preuve vivante que oui, c'est possible. C'est arrivé il y a un moment, hein, ça devait être en 2013. C'était sur l'île de Ré, je me souviens. Et voilà, mal de mer. J'ai même pas eu le temps d'aller sur la plage. Enfin bref, c'était assez rigolo. Et j'ai eu le mal de mer en voilier, bien sûr, plein de fois parce que ça fait un peu plus de 10 ans que je suis avec mon conjoint Pierre Benoît. Je vais dire PB pendant le podcast plusieurs fois et ça veut dire Pierre Benoît. Ok. Et du coup, lui, il est moniteur de voile depuis, depuis 8 ans. Bon, d'ailleurs, il l'est plus aujourd'hui, mais bon, il l'a été pendant longtemps. Et forcément, on a fait pas mal de vacances sur des voiliers où j'ai été malade plusieurs fois. Je me souviens d'une semaine qui était avec sa famille, avec ses cousins germains, où on était autour de Montpellier. Nous, on est situé à Montpellier. Et c'était une semaine où, pour te donner une idée,
des fois, quand tu as le mal de mer, en fait, tu réagis différemment, hein. Chacun réagit différemment, bien sûr, à ça. Mais moi, je sens que parfois, il faut que je me mette un peu dans ma bulle, ce qui est assez contradictoire avec la Manu naturelle, entre guillemets, qui pour le coup, je suis un peu hyperactive, je suis pas du tout du genre à me mettre dans ma bulle, justement. Mais bon, quand j'ai le mal de mer, des fois, je ressens ce besoin-là, vraiment. Et pendant cette semaine que j'ai fait avec les cousins de mon conjoint, je me souviens une fois, j'étais au niveau du mât, donc à peu près au milieu du bateau à l'extérieur. Et le fait juste qu'ils m'appellent, les autres membres de l'équipage étaient derrière moi. Le fait de m'appeler et juste moi, le fait de tourner de 90 degrés ma tête, je te jure, c'est pas une blague, je sens que ça m'a enclenché un vomi. Voilà, pour tout dire. Donc, pour te donner un peu une idée du Ok, niveau de mal ouais. de mer que j'avais en voilier. Et je suis aussi la preuve vivante que le mal de mer ne passe pas tout le temps parce que je l'ai toujours aujourd'hui. Moins qu'avant, hein, je pourrais en reparler, mais je l'ai quand même toujours. Je suis aussi sujette au mal des transports, hein, le parapente. Ça, pareil, j'ai une petite anecdote où j'étais à La Réunion et j'ai fait un baptême de parapente et je me souviens très bien en fait, on devait atterrir sur la plage de Saint-Leu. On était en hauteur du coup et pour atterrir, on n'arrivait pas à descendre. Je sais pas pourquoi, j'ai pas les termes techniques ou quoi, mais on n'arrivait pas à descendre. Et ce que le moniteur m'a dit, c'est bah, écoute, là, on va devoir se pencher sur le côté. Et en fait, quand tu te penches sur le côté en parapente, ça fait que tu fais un espèce de tourbillon où tu vas très très vite. Tu te penches sur le côté, tu vas très très vite. Tu as l'impression d'être dans un manège et tu descends beaucoup plus rapidement. Et ça, on a dû le faire 3-4 fois et moi, ça m'a tuée. Mais vraiment. J'étais pas bien et je me souviens très bien du moniteur qui était tout gentil, qui essayait de me masser les épaules pour me déstresser. Mais j'étais pas forcément stressée, c'est juste que j'étais pas bien. Mais bon, il me disait t'inquiète, t'es pas la première personne que je croise qui a le mal de l'air et je te rassure, dès que tu mets pied à terre, ça passe tout de suite. Et ben c'est faux. C'est faux parce que moi, la première chose que j'ai fait quand j'ai mis le pied à terre, c'est que j'ai couru aux toilettes et après, pendant 4-5 heures en voiture, enfin bref, le temps de rentrer chez moi, j'étais malade encore. Enfin bref, Ouais, donc voilà. c'est un vrai truc, le Le mal mal des des transports transports, slash mer. ouais, Ok, ok, c'est ouais. ça. Intéressant. Intéressant quand on sait que dans la foulée, enfin, que t'es parti pour 9 mois en mer, quoi, à ce Oui, moment-là. ouais, ouais, Ok. j'avais vraiment envie de sortir de ma zone de confort, je crois, et bah ça c'est fait. Hein. Je pense on peut dire que c'est fait. Bah écoute, on va en parler. En tout cas, moi, je connais une autre personne qui. Enfin, je suis toujours assez impressionné par. Bon, là, on parle du mal de mer, tu vois, mais les gens qui se lancent dans un projet, un défi, peu importe, en sachant en sachant d'avance qu'il va y avoir une galère. Tu vois, des fois, tu te lances dans un truc, tu te rends pas compte en fait des défis qui vont se présenter, et donc tu peux te dire après coup, bon, si j'avais su, je sais pas si j'aurais fait. Mais là, toi, tu savais que Ouais, en c'est penchant vrai. la tête sur le côté, ça te faisait vomir. Tu es quand même parti 9 mois sur un voilier. Mais je connais une autre personne qui fait ça, Sacha la nièce. Je sais pas si tu avais écouté son épisode, mais c'est une Ah non, ça me skippeuse parle pas. qui a fait notamment la Mini Transat et plein d'autres choses, mais on avait surtout parlé de la Mini Transat Mhm. et qui a le mal de mer aussi. Ah, sympa. Ouais, et elle avait fait un programme de. Alors, je sais pas dire de bêtises, mais je suis quasi sûr que c'était avec la Marine nationale. Ils ont un centre, je sais plus dans quel coin de la France, où en fait ils peuvent simuler la houle, etc. Et en fait t'entraîner à résister au mal de mer. Mmh. Et apparemment ça fonctionnait pas mal. Sa première séance, elle disait qu'elle était sortie de là, elle était genre vraiment au fond du gouffre. Et après quelques séances, elle avait vu une vraie différence. Donc si jamais tu repars cette fois-ci pour 9 mois autour du monde, mais en parapente, bah, peut-être que tu pourrais appliquer, tu vois, candidater à ce centre de la marine, qui sait. Carrément. Ouais. Moi, j'avais fait une petite préparation avant de partir, c'est que je suis allée voir un kiné pour faire ce qu'on appelle la kiné vestibulaire. Ok. En gros, tu vas voir un kiné et il te met un casque de réalité virtuelle sur les yeux. Et c'est des séances Ah assez oui. courtes de 15-20 minutes où en fait, il te simule comme si tu étais sur un bateau. Et lui, il peut gérer la hauteur des vagues. Ah ouais, d'accord, ok, carrément. Voilà. Et est-ce que ça m'a aidé? Je sais pas. En tout cas, je l'ai fait et je me souviens très bien que je suis allée le matin avant d'aller au boulot, donc j'avais appris envie de vomir pendant toute la matinée, mais en tout cas, ça m'a pas fait, bah, à part quelques matinées où j'étais pas très bien, ça m'a pas fait plus de mal que ça, donc Hmm. je Ok. pense que ça a dû m'aider.
j'espère. Donc, septembre 2023, tu étais dans une situation plutôt stable. Vous étiez Ouais. déjà à Montpellier à ce moment-là. Oui. Ok. Nous, on était à Euh, Montpellier. Il y a Annelise, pardon, donc, qui est la troisième personne qui a fait le voyage avec nous. Elle était à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Ah, excellent, la Nouvelle-Zélande. Fabuleux. Ok, comment le projet, alors, comment est-ce que le projet est né? Pourquoi le bateau? Et toi, enfin, quand tout ça, ça a commencé à être discuté entre vous, toi, c'était quoi ta réaction? Est-ce que tu étais plutôt hyper partante? Tu disais que tu avais envie de te challenger, de sortir de ta zone de confort? Ou est-ce que tu appréhendais un peu quand même du fait du mal de mer? Alors moi, j'ai beaucoup appréhendé. Je suis un peu une stressée de nature, donc j'ai eu pas mal d'appréhension. Mais en fait, ça faisait des années, je dirais au moins 5-6 ans, que tous les ans, je disais à mon chéri que je voulais partir en voyage. Pas forcément un tour du monde parce que j'avais pas envie de prendre trop l'avion par rapport à l'impact environnemental. Mais pourquoi pas prendre un avion pour aller en Asie et faire le tour de l'Asie en sac à dos. Enfin, tu vois, ce genre de délire, ça me serait bien allé. Et au final, donc je te disais, pendant 5-6 ans, je en parle tous les ans, et je vois que ça prend pas, ça l'intéresse pas. Enfin voilà, et j'insiste pas plus que ça, moi. Et une année, je me dis, ok, bah vas-y, si tu veux, ce voyage-là, on le fait en voilier. Et là, j'ai vu des étoiles dans ses yeux. Et je me suis dit, putain, mais dans quelle merde tu t'es mise, la Manu? Et du coup, je me suis dit, peut-être que tu vas regretter ce que tu viens de dire là, mais écoute, on verra. Et ça a commencé comme ça. Pour la petite anecdote aussi, ça a été pendant longtemps une sorte de private joke avec plusieurs copains. Annelise qui a fait le voyage avec nous, mais pas que. Le fait de me parler du fait que je vais peut-être aller faire un voyage, un tour du monde en bateau, c'était souvent une private joke, mais parce que personne n'y croyait. Et du fait de mon mal de mer. Et en fait, au final, on l'a fait. Et je me souviens très bien aussi d'un jour où je disais à Annelise que le tour du monde en bateau, je le ferais que quand elle deviendrait végétarienne. Et en fait, elle a tout gagné parce qu'elle n'est ni végétarienne. Et on est parti en voilier. Et en voilier, du coup, pourquoi le bateau? Parce que Annelise et PB, c'est leur dada, hein, c'est leur passion, c'est leur boulot aujourd'hui. Enfin voilà. Donc c'était un peu logique de faire ça en voilier pour eux. Donc voilà. Excellent. Comment est-ce qu'on construit un projet de cette envergure? Du coup, ça a été quoi toutes les phases par lesquelles vous êtes passé avant le départ? Alors, il y a eu pas mal de phases. On a cherché le bateau, je dirais à partir de fin 2022, début 2023, on a commencé à chercher le bateau, qu'on a acheté au final, en avril 2023, ce qui est assez court, honnêtement, parce qu'on a croisé plein de monde, tu pendant ce voyage-là. Et souvent, c'est des personnes qui achètent leur bateau 1 an, 2 ans Ouais. avant de faire le voyage. Mais c'est aussi parfois des personnes qui apprennent à faire du bateau avec le bateau qu'ils ont acheté. Et nous, on n'avait pas cette phase d'apprentissage nécessaire, vu que Pierre Benoît et Alice, ils gèrent à 200% le bateau. J'ai aucun souci. On n'avait aucun souci par rapport à ça. Je leur fais totalement confiance. Et il y Et avait du pas coup, il y a peut-être le sujet aussi, pardon, je te coupe, mais de ouais, préparer le bateau aussi, non? Pour avoir pas oui, mal échangé avec des gens qui partent faire des tours du monde comme ça. c'est ça. Il y a aussi cette phase-là. En fait, nous, on a acheté le bateau en avril 2023, mais on n'est pas du tout parti tout de suite. Déjà par rapport à l'achat du bateau, on a pas mal hésité. PB et Alice, ils voulaient un bateau qui aille vite, parce qu'ils aiment la vitesse simplement. Et moi, je leur ai fait totalement confiance sur le choix du bateau. Vu que je suis pas du tout experte sur ce sujet-là, j'y suis allée les yeux fermés. Je leur ai dit, ok, je vous fais confiance, il y a pas de problème. À part des critères du type le prix, voilà, le reste, je vous fais confiance. Et au final, leur choix s'est porté vers Flash, donc c'est le nom de notre bateau. C'est un Apocalypse 13, donc ça c'est le nom du modèle. C'est un bateau de 12,90 m de long, ce qui commence à être pas mal pour un voilier. Ouais. Il a 34 ans et il fait 3,15 m de largeur. Donc 3,15 m de largeur pour un bateau de 12,90 m, c'est très fin. C'est un petit cigare Flash. Les bateaux qui font cette longueur-là, généralement, ils font 4 mètres de largeur, pour te donner une idée. Et en fait, 3,15 à 4 mètres sur un bateau, ça change tout, vraiment.
C'est un bateau qu'on appelle croisière régate Flash, qui est pas très confortable, mais qui va très vite. Pour son âge, c'est un vieux papy, mais il va vite. Et pour la petite anecdote, quand je dis qu'il est pas très confortable, moi j'ai appris qu'on n'avait pas de douche sur Flash après avoir signé le compromis de vente. En fait, pour moi, c'était tellement logique dans ma tête que quand tu pars 9 mois en voyage, euh, pour moi, il fallait, enfin oui, une douche, oui, c'était le minimum. Et en fait, bah non. Et on n'en a pas du tout parlé avec bébé Annie parce que, bah voilà, moi, comme je te disais, ça me paraissait logique. Et en fait, voilà, c'est une petite anecdote. Bon, on s'est débrouillé, hein, c'est avec une douche solaire, machin, aux Ouais, Antilles, il fait ouais. jamais froid. Ça a été. Mais bon, c'est pas un bateau confortable. C'est ça le message que je veux faire passer. Et du coup, donc, on l'a acheté en avril 2023. Et entre avril 2023 et fin septembre, parce que le départ s'est fait fin septembre au final, PB et Annelise ont pas mal travaillé sur le bateau. Moi, je travaillais, donc j'avais beaucoup moins de temps qu'eux et beaucoup moins de connaissances également, hein. Donc, ils ont pas mal retapé le bateau. Annelise, elle a rejoint Pierre Benoît pour le faire en été. C'était en juillet 2023 qu'elle l'a rejoint, parce qu'elle a quand même dû faire un déménagement depuis la Nouvelle-Zélande, hein, c'est pas Mhm. rien. Et du coup, ils ont dû. Le bateau était en bon état, hein. Concrètement, il était navigable, hein, il n'y avait pas de souci, mais on a quand même rajouté pas mal de choses. On a changé la grande voile qui était un peu fatiguée. Enfin voilà, il y a pas mal de travaux qui ont été réalisés. Ils ont passé vraiment beaucoup, beaucoup de temps dessus. Et au final, le bateau il voulait partir à la base PBI à Nice début septembre. Sachant que moi, je les ai rejoints après parce que je travaillais jusqu'à fin septembre. Au final, ils sont partis le 24 septembre de la Grande Motte, donc un port qui est à côté de Montpellier. Quand ils sont partis, le bateau était navigable largement, parce que quand on l'a acheté, il était navigable. Par contre, c'était le bordel, mais c'était assez fou, quoi. Il y avait des tonnes de... Enfin voilà, il y en avait partout, partout, partout. Et ce qu'ils m'ont dit par la suite, c'est qu'ils ont mis 3 jours à tout ranger, vraiment, tellement il y avait de choses Ah ouais. partout. Et moi, j'étais là, mais les gars, mais attendez, enfin c'est bon, vous pouvez rester un jour de plus à terre et, et partir l'esprit tranquille sans le bordel. Et en fait, vu qu'ils avaient déjà eu pas mal de retard sur la date à laquelle ils voulaient partir initialement, ils voulaient plus attendre. Ils en avaient marre d'attendre, ce que je peux aussi comprendre. Donc ils sont partis avec un bateau en bordel, mais bon, qui fonctionnait, donc pas de souci. Et au final, moi, je les ai rejoints plus tôt que prévu. Je les ai rejoints début octobre. Ils étaient à Madère. Donc en fait, ils ont quand même fait la nave à Madère sans moi. Et ensuite, moi, je les ai rejoints. J'ai pris un avion pour Madère. J'ai presque raté, pour la petite anecdote, mon train qui m'a amené pour aller prendre mon avion ensuite. Et en fait, mon train a eu 1 heure de retard. Donc c'est la seule fois où j'étais contente que la SNCF ait des soucis. Et voilà, Madère, je sais pas si tu connais, mais c'est une île, c'est magnifique. Enfin, vraiment, ça a été un de nos coups de cœur. On a fait plein de choses, d'activités outdoor du type VTT de descente, des randos. La vie, elle coûte rien là-bas. Ça m'a beaucoup fait penser à La Réunion, Ok. avec plein d'activités outdoor qui étaient possibles. Donc vraiment très très chouette. Euh, Après Madère, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rendu dans les Canaries. Donc les Canaries, c'est un regroupement d'îles où nous, on a fait entre guillemets que 2 îles dans les Canaries. Il y en a bien plus en réalité. On est arrivé à La Palma et après, d'ailleurs à La Palma, tu parlais de la mini transat tout à l'heure. Ouais. C'était par hasard, mais on est arrivé à La Palma. Juste avant d'entrer dans le port, on voit plein de bateaux et en fait on s'aperçoit que c'est le départ de la mini transat. Ah, excellent. Voilà, donc c'était vraiment pas du tout. Attends, mais du coup, c'était quelle année ça? C'était l'année dernière, donc C'est en ça, 2023. 2023. Et bah Mm, donc, mm. t'as vu le départ de Sacha. Sacha C'est était vrai? dans la flotte. Ouais, ouais. Ah, génial. Excellent. Trop bien. Ouais. Et du coup, trop chouette de voir, parce que c'est une course, tous les voileux connaissent cette course, hein. C'est la transat en solitaire sur les tout petits bateaux de 6 Ouais. mètres 50, sans assistance. T'as un peu moins de 100 participants, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on était très contents de voir ce départ. Et
Après avoir fait La Palma, on n'est pas resté très longtemps, on est allé directement à Tenerife, dans les Canaries. Et donc toujours les Canaries, ouais. Et là, à Tenerife, on a des amis qui nous ont rejoints, dont un ami qui a fait ensuite la transat aller avec nous. Ce qu'on a fait du coup à Tenerife, c'est qu'on a dû faire une belle réparation sur le bateau. Parce que oui, les réparations sur le bateau, tu les fais pas du tout que avant de partir, tu les fais aussi pendant le voyage. Et en plus, on a laissé la pauvre, on a abandonné Anne-Lise avec bébé à Tenerife parce on a dû faire un aller-retour en métropole pour un mariage, enfin bref. Et c'est Alice qui a géré toute la réparation, qui a dû faire un Sympa les trou potes. dans la... Ouais, ouais, ouais. Mais bon, c'était un mariage, tu veux, où bébé était témoin et on était, je crois, 6 avec les mariés inclus. Donc, tu vois, quand Ah t'es pas oui, là, ouais. Ouais. ça se voit quand même pas mal. Et puis, c'était prévu depuis un moment. Et voilà, du coup, on a abandonné Annelise, qui a dû faire, elle a dû faire un gros trou dans la coque de Flash hein, quand même pour faire cette réparation. Donc c'était pas une réparation anodine, mais elle a géré comme une chef, voilà. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est on a quitté les Canaries pour se rendre au Cap-Vert. En fait, quand tu fais le voyage qu'on a fait nous, c'est vrai que je l'ai même pas dit, mais on est allé aux Antilles en fait. Hein. Euh, Quand tu fais ce voyage-là, c'est un voyage que beaucoup de voiliers font chaque année. On a croisé vraiment plein de monde, bien plus que ce que je pensais. Et tu as souvent deux grands itinéraires qui sont adoptés. Soit les personnes partent de la métropole et traversent l'océan à partir des Canaries, soit les personnes vont généralement aux Canaries, ensuite vont au Cap-Vert et traversent depuis le Cap-Vert, principalement depuis la ville de Mindelo. Et d'où on voulait voir le Cap-Vert et du coup on a fait le choix de partir jusqu'au Cap-Vert. Donc on a fait une navigation entre les Canaries et le Cap-Vert qui a duré 5 jours, 5 ou 6 jours. Ok. Et à cette époque-là, moi j'étais pas du tout sûre de faire encore la Transat aller. J'avais énormément d'appréhension par rapport à cette traversée de l'Atlantique, liée directement à mon mal de mer. Hein. Et ce que je me suis dit, c'est que la navigation Canaries-Cap-Vert, c'était ma navigation test. Et en fait, à la fin de cette navigation, je me suis dit: «Mais c'est mort, mais jamais je fais la transat, C'était beaucoup trop difficile, j'étais beaucoup malade pendant cette navigation, j'ai pas pris énormément de plaisir, pendant la navigation. Du coup, je me suis dit: Non, c'est pas possible». J'ai commencé, quand on est arrivé au Cap-Vert, sur l'île de Palmera, j'ai commencé à regarder les billets d'avion pour partir rejoindre l'équipage directement aux Antilles. Mais si tu veux, au fond de moi, j'avais une petite voix qui me disait non mais Manu, mais c'est trop dommage que tu fasses pas cette transat. Tu auras peut-être l'occasion de le faire qu'une fois dans ta vie. Au pire, c'est 15 jours où tu prends beaucoup sur toi et après ça ira bien. Tu vas surkiffer aux Antilles. Donc voilà, au final, j'ai pris la décision de faire cette transat là. Mais avant de te parler de la transat qui a été vraiment un moment phare pendant le voyage, je vais revenir sur cette fameuse nave entre les Canaries et le Cap-Vert, parce que ça a été une navigation où je te disais j'ai beaucoup souffert par rapport au mal de mer, mais c'est aussi une navigation qui a été très plaisante dans le sens où on a vu nos premiers animaux marins, on Ah, a vu des excellent. globies et on a vu notamment des Attends, dos. pardon, des quoi, t'as dit? Des globies? Oui, des globicéphales. Ah, des globicéphales, ok. Ouais, pardon, ouais. Je me dis, ok, ça sonne un nom d'un petit poisson sympa, dans des globicéphales. Ok, d'accord. Les globicéphales, ouais, pardon. Et on a vu des dauphins, et c'est ça l'anecdote que je voulais te donner. C'était vraiment une scène, on se serait cru, pardon, dans un film, parce qu'il y avait des dauphins à perte de vue, mais Ah vraiment, ouais. 360 autour du bateau. Je suis incapable de te dire combien de dauphins il y avait. Mais c'était une scène magique, mais vraiment magique. Je pense que je l'oublierai jamais. J'étais absorbée. J'ai pas pris de vidéo parce que j'ai voulu vraiment profiter du début à la fin du spectacle, mais c'était génial, vraiment. C'est assez fascinant.
Tu vois, les dauphins, je sais pas, j'ai jamais vraiment creusé le sujet, mais là, tu m'y fais Mhm. penser avec ton anecdote. Il y a cette fascination, tu vois, cet amour inconditionnel pour les dauphins qui, j'ai l'impression, est quasiment universel. Tout le C'est monde est vrai. super content de voir un dauphin, tu vois, alors que voir un poulpe, c'est peut-être quasiment aussi rare, mais ça dégage pas le même sentiment, tu vois, de joie, de tout ce que tu veux. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il y a un truc magique avec les dauphins. Mhm. Pardon. Euh, J'en avais. Alors je partage aussi ma petite anecdote sur les dauphins, mais à un moment, il y a peut-être un an et demi, avec une de mes sœurs, on a passé notre paddy dans la baie de la Ciotat, là, dans le sud Ah, de la France. génial. Et pareil, et c'était en mai, je sais plus, mai, je crois, donc il n'y a pas grand monde sur Mhm. l'eau. Et on a vu alors nous, pour le coup, on a pu les compter parce qu'ils étaient vraiment pas nombreux, mais il devait être peut-être une dizaine, dans un endroit où habituellement il y en a pas du tout. Et il y avait des petits. Ah, Et et génial. même tu vois, les monos de plongée qui, genre, qui doivent en voir hyper souvent et Mhm. qui passent leur temps dans l'eau, etc., étaient comme des fous, tu vois. Donc c'est marrant cette fascination pour, en l'occurrence, pour les dauphins. Ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'est trop bien. Moi, j'ai eu la chance aussi de nager avec des dauphins il y a quelques années à La Réunion. Hmm. Et je me souviens, j'ai pleuré dans mon masque, hein. Enfin, c'est une émotion qui est indescriptible, je Ouais. pense. Euh, et oui, oui, c'est sûr que il y a une espèce de consensus de tout le monde sur les dauphins où, ouais, n'aime pas enfin, je connais personne qui n'aime Ouais. pas les dauphins, quoi, Hmm. clairement. C'est peut-être par rapport au poulpe, tu sais, tu parlais du poulpe, le poulpe, il vient pas interagir avec les humains. Alors que le C'est dauphin, vrai, ouais, oui. ouais, ouais. Mais les deux sont extrêmement intelligents. C'est vrai, Ouais. Enfin bon, exactement. bref, on divague. Mais c'est vrai qu'ils sont intéressés à aller regarder des vidéos de ce que les poulpes sont capables de faire. C'est hallucinant. C'est Mm, mm, extrêmement intelligent comme animal. c'est clair. Et on en a croisé d'ailleurs pendant le voyage et c'est fou enfin quand on faisait du snorkeling. Et ce qui est fascinant avec les poules, je trouve, c'est la manière dont ils changent de couleur Mhm. super rapidement. Enfin, c'est assez fou. Bref, c'était pas le sujet à la base, mais c'est vrai que c'est très intéressant comme animal. Yes. Et du coup, si je reviens sur la navigation, donc voilà, je voulais parler de ça, du fait qu'on a eu nos premiers animaux marins entre les Canaries et le Cap-Vert. Et après, ensuite, quand on est arrivé au Cap-Vert, on est arrivé sur l'île de Palmera, euh, dans la ville de Sal, pour être plus précise. C'est une petite île qui est pas très touristique, mais on en garde un très bon souvenir, notamment parce que c'est là-bas qu'on a croisé nos premiers bateaux copains. Donc c'est des bateaux avec qui on a sympathisé et qu'on a recroisé plusieurs fois pendant le voyage, des fois sans faire exprès, des fois on a fait exprès de se recroiser. Et en fait, tu as une facilité, je trouve, quand tu fais un voyage en bateau, de devenir pote avec d'autres bateaux parce Mhm. que bah, tu as plein de sujets en commun, etc. Et c'est assez fou les liens qu'on a pu avoir avec certains autres bateaux. J'ai l'impression que c'est aussi que c'est une toute petite communauté, en fait. Oui. C'est assez facile de trouver des récits de tour du monde j'allais dire en vélo, en bateau, tu vois, de grands projets, de grands voyages en bateau. Mais en fait, il y a très très peu de bateaux. Mon père m'avait filé les stats une fois. Je sais pas si c'est quelques milliers. J'ai un doute entre 1006 et 4000. Bon, ça fait un gros écart, mais même 4000, tu vois, en soi, c'est pas énorme, quoi. Combien Ce il y a de serait, voyageurs, tu vois, backpackers ou à vélo autour du monde? Je pense que c'est bien plus que 4000. Donc, ouais, ouais. c'est vrai que t'entends souvent des histoires, genre, ah ouais, mais on s'est recroisés en Nouvelle-Zélande après s'être rencontrés en Patagonie. Tu dis, mais c'est complètement improbable. Mais non, mais c'est qu'en fait, il y a quand même, enfin, en termes de proportion, il n'y a pas tant de gens qui sont sur l'eau, tu vois, pour des voyages au long cours autour du monde. C'est vrai, quand tu regardes les chiffres, mais au final, quand tu voyages, moi, j'ai trouvé qu'il y en avait bien plus que ce que je pensais. Notamment quand tu as des ambiances dans certains ports comme Mindelo, qui est un port vraiment mythique, et là où se fait la plupart des départs pour faire la transat. Là-bas, il y avait que ça, que des bateaux qui étaient dans le même mood que nous, Ouais. en pleine préparation enfin, les derniers préparatifs, quoi, les courses, les dernières réparations peut-être à faire un peu sur le bateau.
Et du coup, tu as une ambiance assez folle. J'ai adoré vraiment cette ambiance, surtout que Mindelo, donc c'est une ville qui est sur une autre île du Cap-Vert qui est São Vicente. Et c'est une ville que j'ai beaucoup aimée parce que c'est la ville de Cesaria Evora. Donc, tu as plein de fresques, enfin de murs où tu vois des visages peints de Cesaria Evora. C'est une ville qui est très axée sur la musique. Donc, on a beaucoup aimé ça. Et l'engouement qu'on avait vraiment autour du départ de la Transat avec tous ces bateaux qui se préparaient. On a recroisé des personnes qu'on avait rencontrées justement juste avant sur l'autre île du Cap-Vert où on était, donc Palmera. Euh, et il y avait tous les jours des cornes de brume qui faisaient du bruit parce que quand tu pars en transat, il y a plein de bateaux qui utilisent la corne de brume pour annoncer leur départ. Enfin voilà, donc c'était vraiment un engouement que j'ai vraiment adoré. Donc nous, on est arrivé à Palmera, c'était mi-novembre. Ok. Non, c'est plus fin novembre. Et on a pris quelques jours pour finir les derniers préparatifs. Moi, j'ai un peu abandonné mes copains parce que j'avais d'autres choses que je voulais régler avant de partir, du type faire les factures de mes derniers clients. Enfin voilà, des trucs un peu de paperasse. Mais je m'en suis beaucoup voulu d'avoir abandonné mes copains qui bossaient à fond sur le bateau pendant les quelques jours avant la transat. Et au final, la transat, on l'a fait, on était 4, donc on était PB, mon conjoint, Alice, et un autre copain, Thibaut, qui nous a rejoint un petit peu avant hein, sur Tenerife. On est partis tous les 4. J'en ai pas parlé, mais Thibaut est aussi très courageux parce que lui aussi a le mal de mer. Donc voilà, on était deux mal de méreux, je sais pas comment on dit ça, mais deux personnes sujettes au mal de mer qui partions pour une transat. Et lui aussi n'avait pas beaucoup d'expérience en navigation. Ok. Mais il est de très bonne composition, Thibaut. C'est notamment pour ça qu'on a accepté qu'il vienne sur le bateau. Hein. Si on l'aimait pas, clairement, on lui aurait pas dit viens faire une transat avec nous. Ouais. Enfin voilà. Et ce qu'on a fait du coup avec ce petit équipage là à 4, c'est que donc on a profité un peu du Cap-Vert. On est allé sur l'île de San Antao, qui est oufissime. Vraiment, cette île, j'ai adoré. C'est une île qui est très connue au Cap-Vert pour tout ce qui est rando. C'est vraiment magnifique. Tu as des cirques de montagne assez fous. Vraiment, je recommande à 200%. Et Comment on ça a pris s'écrit? Alors, si j'ai pas de bêtises, c'est SAN et Ouais. plus loin ANTAO. San Théo. Antao. Ok. Et c'est vraiment trop beau. On a beaucoup aimé. Ça m'a un peu fait penser à Mafat, à Salazie, à Silaos, qui sont à La Réunion, si tu Ouais, connais, je sais ouais. pas, mais voilà. On a pris du coup ce bol d'air frais à San Antao et on a pris le large pour la Martinique. C'était le 8 décembre. Excellent. Et on avait prévu 14 jours de navigation. Et on a mis au final 18 jours. Ok. Donc 4 jours de plus. Et si je te fais un peu le topo de cette transatlantique. Alors attends. Ouais, Attends, avant pardon. la transatlantique. Moi j'ai quand même des questions parce que là, donc 8 décembre, ça faisait déjà 1, 2, 3 mois, c'est ça que tu naviguais? Alors le bateau est parti fin Alors le bateau est parti fin septembre. septembre, ouais. Et Voilà. Et moi je les ai rejoints quasiment au même moment, début octobre. ouais. Donc 2 bons Euh, mois ouais, d'expérience, 2 bon bons mois. entrecoupé, etc. De l'aller-retour en France pour le mariage, Ouais. voilà. Mais somme toute, c'était ta première expérience, vraiment, enfin longue expérience sur un voilier. Mm-mm. Qu'est-ce qui avait changé pour la Manu qui avait pris le départ avec le mal de mer sans rien connaître à la voile quelques mois plus tôt, et la Manu qui s'apprêtait à un moment donné, à ce moment-là, à se lancer sur une transatlantique qui est quand même pas, voilà, qui est quand même une expérience qui demande un peu de confiance en soi par rapport à toutes les choses, tu vois, liées à un projet de ce type-là. Ouais. Bah, au final, il y a pas eu d'énormes changements Ok. parce que on a navigué pendant ces quelques mois-là, mais on n'a pas eu énormément de jours de nav parce qu'on a passé pas mal de temps à profiter à terre aussi.
La plus longue nave qu'on ait faite avant de faire la transat, c'était la nave entre les Canaries et le Cap-Vert qui a duré 5 ou 6 jours. Et sur les petites naves à la journée, j'étais pas forcément malade systématiquement, tant mieux. Mais en soi, il y a pas eu énormément de changements. Si j'avais fait mes premiers quarts de nuit, c'est-à-dire que quand tu pars pour plusieurs jours de navigation au large, bah forcément le bateau il faut aussi le gérer la nuit. Ouais. Et du coup, comment ça se passe? Tu fais ce qu'on appelle des quarts. C'est-à-dire que tu te relais avec l'équipage pour qu'il y ait au moins une personne à chaque fois qui soit responsable du bateau et qui soit réveillée pour s'occuper du bateau. Donc, tu as certains équipages qui font des quarts à 2, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est 2 personnes en même temps qui s'occupent du bateau. Et nous, on avait fait le choix de faire des quarts en solo. Ok. Donc, la nuit, on Chaud. était responsable du bateau pendant 3 heures, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'était des quarts de 3 heures qu'on faisait, 2 ou 3 heures. Et bah, du coup, des fois, tu te retrouves, oui, à te réveiller à 1 heure du matin pour t'occuper du bateau jusqu'à 4 heures du matin. Après, ça a pas été stressant pour Thibaut et moi qui avions peu d'expérience en voile parce que les PB et Annelise qui, eux, ont beaucoup d'expérience et sont moniteurs de voile, nous ont toujours dit, si vous avez le moindre doute, vous nous réveillez. Et moi, je les ai réveillés plusieurs fois, surtout au début, et ils m'en ont jamais voulu. Ouais. Et ça, c'était quand même très rassurant. Je savais que je partais pas avec n'importe qui. De toute façon, quand tu pars 9 mois en voyage sur un bateau, c'est une coloc plus, donc forcément, tu pars pas avec n'importe qui. Et voilà. Donc, ce qui a changé, c'est juste que j'ai décidé par rapport à la Manu du coup du tout début du voyage et juste avant la transat, c'est que j'avais pris la décision de me mettre un coup de pied aux fesses et de sortir de ma zone de confort et advienne que pourra, on verra comment ça se passera. De toute façon, au milieu de l'océan, qu'est-ce que tu veux faire quand t'as le mal de mer? Rien. Donc, je suis patiente, quoi. C'est clair. Voilà. Donc, pour revenir à cette fameuse transat, je te disais, on est parti le 8 décembre. Donc, depuis Mindelo. Et on avait prévu donc 14 jours de navigation. Au final, on en a mis 18. Et au départ, on a eu une première nuit où on n'a pas eu énormément de vent parce qu'on était justement sous le vent de cette fameuse île San Antao. Et ensuite, on a eu 4 ou 5 jours qui étaient assez houleux, mais qui étaient plutôt bien dans le sens où on a eu les alizés. Les alizés, tu sais, c'est des vents qui en gros te poussent quand tu viens de la métropole vers les Antilles, qui te poussent vers les Antilles. Ce qui est bien mieux que d'avoir du vent face à toi. Et donc au final, donc on a eu ces 4-5 jours d'alizés. Donc pendant ces 4-5 jours, on a été malade. Moi, sur les 18 jours de nav, j'ai été bien malade pendant 14 jours. Donc ça n'a pas été évident du tout. Oh, bonheur. Mais... ouais, voilà. T'imagines bien. Et après, on s'est aperçu, après 4 ou 5 jours où on a eu ces fameux alizés, on s'est aperçu que si on continuait sur la route directe, donc la route la plus courte qui nous permettait d'arriver en Martinique, il n'y avait plus de vent en face de nous. Donc, on a dû faire cap au nord-ouest. Donc, plutôt que faire quasi ouest, on a dû pas mal monter. Il y a même un moment où je me souviens, j'étais complètement démoralisée parce que j'étais en quart et on faisait cap au nord-est. Donc, c'est-à-dire qu'on retournait vers la métropole. Ok. Tellement on pouvait pas, on pouvait pas faire autrement en fait. Et je me souviens pendant la transat, il y a souvent eu des blagues où on disait ouais de toute façon là on va aller voir Céline en disant qu'en fait on allait vers le Canada voir Céline Dion quoi. Tellement on n'allait pas du tout vers la bonne direction. Et là on a eu du coup quelques jours où ça a été vraiment les montagnes russes sur le bateau. Franchement, ceux qui aiment Space Mountain, bah, c'était Space Mountain plus sur le bateau. Et nous, avec bébé, on avait eu la bonne idée de prendre la cabine à l'avant. Donc c'était un bateau flash où tu avais 3 cabines et nous, on avait fait le choix de prendre la cabine avant parce que c'est là où il y avait le plus de rangement. Celle qui bouge le plus, non? C'est ça? Voilà, exactement. C'est aussi celle qui bouge le plus, mais chose à laquelle moi j'avais pas du tout pensé quand on s'est réparti les cabines, tu vois. Je sais pas, et pourtant j'aurais pu m'en douter, tu vois.
Et au final, ça fait que pendant la majorité du temps de la transat, j'ai passé mon temps non pas à dormir dans ma cabine, mais au milieu du carré. Donc le carré, c'est on va dire le salon du bateau à l'intérieur, Mhm. donc qui est à peu près au milieu. Et j'ai passé un temps infini à essayer de dormir ou juste de m'allonger sur les banquettes. J'étais en PLS pendant pas mal d'heures. Ce qui s'est passé du coup, donc je te disais, c'était les montagnes russes. Et pour te donner un peu une idée plus précise, moi quand j'allais, des fois j'avais pas le choix d'aller dans la cabine avant, même si j'étais incapable d'y dormir. Euh, J'avais pas le choix simplement pour aller prendre des fringues. Enfin voilà, des fois Ouais. t'avais besoin d'y aller. Et juste le fait d'y aller, eh ben, ça me donnait le mal de mer. Ah ouais. Et j'étais obligée de courir aux toilettes parce que, bien sûr, j'avais pas le temps d'aller dehors pour vomir, donc c'était dans les toilettes. Enfin bref, Oh, mais l'enfer. c'était compliqué, ouais. Mais en plus, cabine avant, tu dois avoir, non seulement ça bouge, mais je pense que ça doit taper, non? S'il y Ouais. a un tout petit peu de vague, tu dois avoir un Mm, mm. vacarme assourdissant là-dedans. Ouais, 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 ça, du coup, c'est pour ça que j'ai pas fait long feu dans la cabine avant. Après, ça tape pas forcément dans toutes les conditions. C'est-à-dire que selon la direction d'où vient le vent par rapport au bateau, t'as des moments où, en effet, ça va, et bien sûr, selon la mer aussi et l'état de la houle, des fois, ça va pas taper. Mais là, il s'avère qu'on a eu quand même pas mal de moments où ça a tapé. Et on a eu aussi 3 jours d'orage. Je pense que si tu demandes aux marins quelle est leur plus grande peur en navigation, il y en a plein qui vont te parler d'orage, parce que c'est un risque énorme pour le bateau Mhm. et puis bah, pour l'équipage également. On a pris beaucoup, beaucoup d'orages. Du coup, vraiment, il y en avait 360 autour du bateau. Il y a des moments où on cherchait juste, non plus à aller vers la Martinique, mais on cherchait juste à fuir les orages, vraiment. On a eu énormément de grains, donc enfin, vraiment, c'est de la pluie démentielle. La pluie, elle arrivait à l'horizontale parfois, c'était assez fou. On a fait beaucoup de manœuvres, alors que tu entends énormément de récits de transat allés où les gens ils te disent ah non, on s'est emmerdé, on n'a rien fait, on n'a pas fait une seule manœuvre. Franchement, à transat allé, on s'est ennuyé, c'est tout. On refera plus parce qu'on s'est vraiment ennuyé. Bah nous, on s'est pas du tout ennuyé, hein, clairement. On a fait énormément de ce qu'on appelle des prises de riz. Des prises de riz, c'est quand tu réduis la surface de ta voile. Tu le fais quand tu as beaucoup de vent et que ton bateau potentiellement ne peut plus être géré ou que ça devient dangereux. Mhm. Euh, donc ça, on a fait des prises de riz, des lâchers de riz pour gérer la surface de la voile. On a pris 2 dépressions. On pensait en prendre une. Au final, on en a pris 2. Manque de peau. On a perdu un spi. Un spi, c'est une voile du bateau, donc, sur une erreur toute bête. Ça, on s'en est beaucoup voulu. Enfin voilà, on a perdu notre fameux spi. On a eu Il s'est arraché? pendant. Non, pas du tout. En fait, pour donner un peu plus de détails là-dessus, on avait un espèce de sac à spi. Donc c'est un gros sac dans lequel on rangeait notre spi. Et ce qu'on a fait, c'est le spi, c'est une voile que tu mets à l'avant du bateau. Et on avait mis ce sac à l'avant du bateau qu'on avait accroché avec des petits mousquetons. Et on avait mis le spi dedans. C'était le début de la nuit, si j'ai pas de bêtises. On s'était dit, oh, flemme de rentrer le spi dans le bateau, on le fera dans quelques heures. Et au final, le lendemain matin, bah, il n'y avait plus de spi. Voilà, les mousquetons étaient pas, tu sais, c'est des petits mousquetons en plastique vraiment pourris. Enfin voilà, Hmm. nous on n'était plus très lucides, on était tous crevés. Donc voilà, on a fait l'erreur de laisser le spi à l'extérieur, ce qu'on n'aurait pas dû faire. Mais voilà, bon, ça a été fait. Euh, ce qu'on a fait aussi pendant cette transat, c'est on s'est baigné. Ça, c'est assez fou comme, comme expérience, avec plusieurs centaines de mètres sous tes pieds. Ouais. Tu te baignes en plein océan. C'était assez fou. On a vu des ciels étoilés. Ça, c'est un très bon souvenir que j'ai de la transat. C'est que t'es au milieu de rien, quoi. Donc, Zéro pollution euh, lumineuse. exactement, tu vois Ouais. vraiment tout. Et t'as des étoiles filantes en voiture, voilà. T'as aussi ce qu'on appelle le plancton luminescent. Euh, Ah oui. c'est comme des petites lucioles qui apparaissent derrière le bateau. Donc ça, c'est vraiment, vraiment magnifique. Et ça, pour le coup, j'en garde des très, très bons souvenirs. Et au final, je te disais, on s'est pas du tout ennuyé pendant cette transat parce que bah, entre
le mal de mer. On a beaucoup lu, on a écouté énormément de musique. Moi, j'ai essayé de beaucoup dormir parce que ça te crève, le mal de mer, clairement. Ouais, ouais. On a fait beaucoup de bons petits plats. Ça joue clairement sur le moral également. On a fait des battles de sudoku, enfin voilà, on s'est occupé comme on pouvait, mais on s'est vraiment pas ennuyé. Moi, j'ai testé plein de remèdes anti-mal de mer pendant la transat, mais pas que. Et je fais une petite parenthèse, ça parlera à ceux qui ont le mal de mer. Ce qui marche le mieux pour moi, c'est un médicament qui s'appelle le Scopoderm. Et en fait, c'est un patch que tu mets derrière ton oreille. Et c'est un médicament qui a beaucoup fait rire mon médecin quand j'en ai parlé parce que c'est un médicament qu'on utilise souvent pour les personnes âgées Ok. ou pour les handicapés pour qu'elles sécrètent moins de salive. Ah, ok. Voilà, et ça, c'est quelque chose que mon médecin, quand j'en ai parlé, ne savait pas du tout. Et je confirme que ça assèche clairement le corps. C'est-à-dire que moi, je sais pas combien de litres d'eau je buvais quand j'étais sous Scopoderm, mais je pense que j'étais à facile 5-6 litres. Ah ouais, quand même. Ouais, D'accord. grand minimum, à tel point que Thibaut, qui a fait la transat avec nous et qui est médecin, il m'a dit à un moment, non mais là tu bois trop en fait, il faut qu'on va réduire ta dose de Scopoderm, et on coupait les patchs pour que j'ai des demi-doses ou des 3/4 de dose plutôt qu'une entière. Et il y a un autre effet secondaire que ça a eu sur moi qui était pas des plus plaisants, c'était que ça me faisait avoir une vue trouble, une vision trouble. Ah ouais, bah ça devait pas aider pour le mal de mer, du coup, à l'inverse, par contre, non? Parce que Bah, vision trouble, plus les mouvements. en fait, au final, t'as en effet ces effets secondaires, donc le fait d'être très asséché, de boire Ouais. énormément, de te réveiller en pleine nuit pour boire parce que t'es tout sec, enfin bref. Donc les deux effets secondaires, c'est ça, l'assèchement et la vision trouble, mais c'est tellement rien à côté de ce que peut Mhm. te faire subir un gros mal Ouais. de mer que moi j'étais ok pour ces symptômes-là, honnêtement. Ok. Enfin, ces effets secondaires, pardon. Ouais, ouais. Donc voilà, après j'ai testé d'autres petites choses du type, mais j'y croyais pas du tout, mais de l'ail dans le nombril, juste mettre un sparadrap dans le nombril. On m'avait dit aussi, mets-toi un Doliprane avec un sparadrap dans le nombril. Enfin, à un moment, moi j'étais tellement, c'était pas pendant la Transat Aller, c'était plus tard, mais j'étais tellement pas bien et que voilà, j'ai testé ces remèdes tout bêtes, même si même si j'y croyais pas, mais en même temps je prenais le Scopoderm, donc au final, je sais pas si ça marche vraiment ou pas, mais bon, non, ça ne marche pas, enfin, clairement. Je pense que c'est plus en effet placebo pour ceux qui y croient qu'autre chose. Et pendant cette transat aussi, on a eu un événement assez particulier, c'est on a débaumé. Donc le débaumage, qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de définir sans essayer de perdre le fil du truc, mais en gros, ta grande voile sur ton bateau, elle est tenue, elle est solidarisée avec ton bateau parce qu'elle est tenue par le mât, donc une espèce de grosse tige souvent en alu qui est à peu près au milieu de ton bateau et qui est à la verticale. Et à l'horizontale, à 45 degrés du mât, t'as la fameuse baume à laquelle est aussi attachée la grande voile et qui part du mât et qui va vers l'arrière du bateau. Et du coup, nous, on a la baume qui s'est désolidarisée du mât en pleine navigation, c'était la nuit, c'était le quart en plus de Thibaut, le pauvre qui qui était pas le plus expérimenté en navigation. Et je me souviens très bien, on commence tous à aller se coucher, on est tous au lit et Thibaut, qui est pas du tout du genre à appeler à l'aide, là il rentre dans le bateau, il fait bon les gars, là j'ai vraiment besoin d'aide. Et en fait, c'est juste qu'on était en train de débaumer. Moi j'étais en PLS à cause du mal de mer, donc j'ai même pas aidé les copains pour cette histoire de débaumage, mais on a eu énormément de chance parce qu'en fait, toutes les petites pièces qui étaient tombées, qui avaient fait qu'on avait débaumé, étaient restées sur le bateau. Donc au Ok, final, donc en fait, c'était. Ok, ça n'a pas été vraiment de la casse, c'est plus non, que. Ok, en gros, elle s'est dévissée, entre guillemets. Enfin, ouais, c'est c'est ça. désolidarisé. Ok, Et on a pu tout remettre en 15-20 minutes. excellent. L'équipe avait tout géré, donc ça, c'était trop bien.
il y a eu une expérience assez folle qu'on a eue pendant la transat qu'on a adoré, c'est que à un moment on était presque arrivé en Martinique et en fait on se prend après avoir pris des jours et des jours de tempête, on se prend de la pétole, donc c'est-à-dire pas de vent du tout pendant plusieurs jours. C'est assez rageant quand t'as qu'une seule envie, c'est d'aller à terre. Et on n'avait pas assez de gasoil pour mettre le moteur et avancer du coup au moteur. Donc on a eu la chance à ce moment-là de croiser après quelques heures de navigation sans vent où on bougeait pas du tout. On a croisé un bateau au loin, donc le seul bateau qu'on a croisé pendant notre transat. Et on se dit, vas-y, on appelle le bateau et on lui demande s'il peut nous dépanner un bidon de gasoil, quoi. Et du coup, on appelle à la VHF, donc c'est à la radio qui permet de communiquer entre bateaux. Et c'est Pébé qui est à la VHF. Et en fait, le bateau nous dit ouais, bah en fait, non, on va pas pouvoir vous dépanner parce que hier, on a déjà donné 2 ou 3 bidons de gasoil à d'autres bateaux. On n'était pas les seuls, a priori, à avoir fait cette demande. Donc, ils nous disent non, c'est pas possible. Et en fait, de fil en aiguille, ils nous disent que on peut éventuellement venir leur taxer du gasoil, mais ce serait directement dans leur réservoir à eux, qui est un réservoir principal qui est solidaire du bateau, qu'on peut pas enlever, quoi. Et ils nous disent, vous pouvez, si vous avez une pompe, venir et un récipient, enfin un bidon, venir prendre du gasoil. Et il s'avère aussi que on s'aperçoit que PB connaît une des personnes qui se trouve sur ce bateau. Donc c'est quand même un truc de malade. Tu dis que c'est improbable. Ouais, complètement fou, vraiment complètement fou. Donc c'était Alors, on en revient un peu à ce que je disais tout à l'heure sur le ouais. fait de croiser. Alors d'ailleurs, j'ai regardé pour petit correctif, c'est 10 000 voiliers en permanence dans le monde. Ok. Bon, ok, c'est 2 fois plus. Mais quand même, c'est pas tant que ça. Bah, c'est beaucoup moins que les gens en backpacker, par exemple, ou Ouais, en voilà, van, exactement. etc. On est d'accord. Et Improbable. ouais, c'était complètement fou. Et c'était très rigolo parce que tu vois, ça fait, je pense qu'on devait être à peu près notre 15e ou notre 16e jour de navigation. Ça fait 15-16 jours que t'as pas parlé à d'autres personnes que ton équipage. Et là, tu te retrouves à parler à la base des inconnus, hein. On savait pas qu'il y Ouais. avait quelqu'un que PB connaissait. Et c'est trop drôle parce que on a eu, c'est un bateau où il y avait, c'était une famille en fait, un couple dont la femme qui était enceinte et leurs 3 enfants. Et ils étaient accompagnés de 2 autres personnes qui les aidaient avec les enfants et qui les aidaient aussi à gérer le bateau. Et en fait, on se retrouve à avoir une petite fillette au bout de la VHF qui nous raconte son Noël, parce que Noël c'était la veille, et qui nous dit ah mais c'était génial, il y a un renne qui est venu sur le bateau, il y avait des traces de renne sur le sur le Excellent. bateau. Enfin voilà, les parents ils ont fait bien les choses, donc c'était très chouette. Et du coup bah ni une ni deux, au final on a Bébé et Thibaut qui ont sauté à l'eau pour aller rejoindre ce bateau. Ils avaient un sac étanche dans lequel on avait mis des crêpes qu'on avait fait, on avait mis une bouteille de vin, des petits jeux pour les enfants, etc. Et ils reviennent avec le bidon de gasoil. Et assez improbable, mais ce qui s'est passé, c'est que vraiment, je te jure, on n'a pas utilisé le bidon parce que le vent s'est levé juste Ah ouais. quand ils sont entrés sur le bateau. Classique. Donc assez fou. Et ça a été assez rigolo parce que cette famille, on les a recroisés après. On a même passé le nouvel an avec eux. Et d'autres bateaux qui faisaient la même boucle que nous. Donc voilà, c'était assez rigolo comme expérience. Et au final, on est arrivé en Martinique le 28 décembre. Et le 28 décembre, en fait, on a récupéré la chérie de Thibaut, qui nous a rejoint, elle, en avion. Et on a fait je crois qu'on a dû faire 2 ou 3 jours en Martinique, le temps de réparer quelques trucs sur le bateau, de refaire des courses. On s'est peut-être sûrement fait un petit resto, même peut-être plusieurs, pour bah voilà, parce que ça fait 18 jours que à la fin Ouais. tu manges des conserves, quoi. Clairement, t'as plus de frais.
Voilà, et après on est allé, après 2-3 jours, on est allé direction les Grenadines. Les Grenadines, c'est pour moi la définition du paradis sur Terre. C'est vrai? Ouais, ouais, vraiment, c'est magnifique. C'est-à-dire que c'est un regroupement d'îles, ça s'appelle Saint-Vincent et les Grenadines. Donc, tu as une île qui s'appelle en effet Saint-Vincent, tu en as une qui s'appelle Petit Saint-Vincent, et tu en as plein d'autres, à Sandy Island, les Tobago Keys, qui sont assez connus par les voileux. Et enfin voilà, tu en as, je dirais, une petite dizaine. Et t'as l'impression d'être dans une piscine. Vraiment, l'eau, elle est transparente. Quand t'es au mouillage, tu vois des tortues qui respirent, mais dans un rayon de 20 mètres autour de ton bateau, et tu regardes, mais pendant 3 minutes autour de ton bateau, tu vois 5 tortues qui vont respirer, quoi. Enfin, vraiment, Incroyable. c'est assez fou. Et puis, on a eu des expériences de snorkeling là-bas qui sont exceptionnelles. Premier snorkeling qu'on fait là-bas, je m'en souviendrai très bien. On va dans l'eau et là on tombe nez à nez avec une raie, mais immense. Mais quand je te dis immense, c'était un truc de malade. PB, il te dira, ouais, la raie, elle faisait 4 mètres, 5 mètres de large. Bon, il est un peu marseillais. Moi, je dirais plus 3 mètres, mais tu vois, 3 mètres, déjà, c'est énorme. À tel point que je me souviens, à un moment, Larry, elle s'est un peu retournée vers nous, et on a eu tous un petit mouvement de recul en mode waouh, ouais, non, on va pas faire les malins là. Et enfin voilà, c'était vraiment, vraiment magnifique. Et donc après avoir profité des Grenadines, où c'est plein d'îles, parfois c'est des îles où tu fais le tour en 10 minutes, hein. C'est assez. Des Enfin, bouts de voilà, cailloux c'était vraiment. émergés, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Mais en vraiment tout trop, cas, trop beau. les photos là sont assez hallucinantes. Ouais. C'est quoi? C'est américain? Non, rien à voir? Je sais C'est même pas. 500. Je pense, Il y en je a pense 9 pas qui que ce sont soit habités. américain. Ah non, j'ai l'impression que c'est indépendant. C'est fou. Ça a l'air Vraiment, indépendant, ouais. c'est magnifique. On a adoré. D'ailleurs, ils ont pris cher là parce qu'il y a un cyclone qui est passé Ah là ouais. cette année. Donc, je pense que ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on a vu nous. Mais voilà, c'était vraiment, vraiment magnifique. Notamment l'île de Sandy Island. C'est là où on a fait le Nouvel An. Et c'est une île qui est tout en longueur. C'est une espèce d'arc de cercle. Où là, typiquement, c'est tout plat. Tu fais le tour en 10-15 minutes grand max. T'as des récifs tout autour. Donc, le snorkeling, je t'en parle même pas. Et c'est du sable blanc, des cocotiers et des bernard l'ermite. C'est Ok, tout. C'est vraiment trop, incroyable. trop beau. Ils parlent anglais là-bas? Ouais, Ok, ouais, ouais. Sur fabuleux. sur les îles où il y a des habitants, typiquement Sandy Island, Ouais, il n'y en ouais. a pas, mais ouais, ils parlent anglais. Et tu dirais que à la période à laquelle vous étiez là, c'était touristique ou pas tant que ça? Honnêtement, ça a été. Parce que franchement, quand tu vois les photos, c'est... En fait, c'est accessible que en bateau. Ah, ok. Ça Donc, doit aider ça trie alors. beaucoup. Ouais, 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 c'est clair. Voilà, ça aide énormément. Je crois que tu as une île, je me demande si c'est pas Moustique. Bon, enfin, tu as une île en tout cas qui est accessible en avion, mais c'est une île où on n'est pas allé. Et si tu veux, quand on s'est renseigné sur cette île, on a lu dans les guides de voyage que c'était l'île où les milliardaires allaient pour fuir les millionnaires. Ok, ouais. Donc, si tu veux, t'as pas beaucoup de monde qui y vont. Ok. Donc voilà, c'était vraiment magnifique, magnifique les Grenadines. On a fait, je dirais à peu près 2 semaines là-bas, et ensuite on est reparti dans le nord. Donc oui, je l'ai pas dit, mais les Grenadines c'était au sud de la Martinique. On est reparti ensuite en Martinique pour déposer nos 2 copains qui étaient avec nous, qui eux, il y en a qui bossent, hein, ils repartaient travailler. Et ensuite, on est retourné dans le sud parce qu'on avait vraiment beaucoup aimé, dans le sud de la Martinique, où on est descendu jusqu'à Tobago, de Tobago et Trinidad, et même jusqu'à Grenade. Donc, c'est 2 îles que moi, je connaissais pas honnêtement avant d'y aller, qui étaient assez sympas. Et au final, on a refait les Canaries quand on est reparti vers la Martinique. On a refait Tobago Keys, donc, qui est le coin, je pense, le plus connu des Grenadines. Pardon, je crois que j'ai dit les Canaries juste avant, mais c'était les Grenadines, pardon. Et enfin voilà, c'était juste vraiment fou. Et ensuite, après les Grenadines, on est remonté vers une île qui s'appelle Sainte-Lucie, qui est entre les Grenadines et la Martinique.
Et là-bas, on a fait la rencontre avec des amis enfin, je pense qu'on s'est fait j'espère jusqu'à la fin de nos jours, parce que vraiment, c'est des personnes géniales. C'est les propriétaires d'un bateau qu'ils ont nommé Bonobo. Et enfin voilà, c'est un couple de copains qu'on s'est fait là-bas et avec qui on a passé des soirées géniales. Je t'ai envoyé une vidéo avant le podcast Yes, je où on confirme. voit, ouais, voilà, on voit le fameux propriétaire de Bonobo qui s'appelle Xavier, qui est dans toute sa splendeur en train de chanter, faire la guitare. Enfin bref, vraiment géniaux. Et pourquoi je parle d'eux parce que bon, il n'y a pas que qu'on s'est fait comme copains, mais je pense que s'il y a une chose que j'ai préférée pendant le voyage, ça n'a pas été forcément les lieux qu'on a vus, même si on a vu des choses complètement folles. Ça a été vraiment les rencontres. Les rencontres à la fois avec les locaux, par exemple sur l'île de... j'ai un trou de mémoire. Bon, je retrouverai sur la Dominique, pardon. Où là, les locaux, c'est vraiment des amours. J'en reparlerai un petit peu juste après, mais on a vraiment eu un coup de cœur pour le côté accueil là-bas. Mais ça a été surtout donc ce qu'on a préféré, ça a été les rencontres avec les autres copains bateaux, on les appelle. Et avec qui on a passé des moments vraiment géniaux et il y en a pas mal qui sont encore des amis aujourd'hui. Bah, les fameux de Bonobo, on les a revus 2 fois depuis qu'on est revenu. Là, on est revenu en août 2024, on est en décembre 2024 quand on se parle, on les a revus 2 fois, on fait le jour de l'an avec eux. Enfin voilà, c'est vraiment fou et je pense que ça, c'est quelque chose qui est commun à tous les voyages. J'ai l'impression que toutes les personnes qui font des longs voyages, elles vont te dire ce qu'on a vraiment adoré. Bon, on a fait plein de lieux qu'on a vus, mais c'est aussi les rencontres. Ça change vraiment tout et on a vraiment adoré ce côté-là. Et je te parlais tout à l'heure de la Dominique. Donc la Dominique, c'est une île qui se trouve entre la Martinique et la Guadeloupe. Et on a passé 10 jours là-bas. Et la Dominique, c'est le pays... je sais même pas comment le décrire rapidement, mais c'est un petit paradis sur Terre où t'as pas énormément de touristes, parce qu'on a lu dans beaucoup de guides que c'était une île qui était réputée comme craignos. Mais Ok. on n'est pas du genre à se fier à ce genre d'informations, donc on y est quand même allé. Et au final, on regrette pas du tout, parce que t'as pas énormément de touristes, donc ça, c'est quelque chose qui nous a beaucoup plu. Les locaux, quand ils viennent te voir, bah, déjà, ils sont très avenants. Et contrairement à ce qu'on a pu avoir dans certaines îles où tu as l'impression d'être un morceau de viande sur place, enfin un porte-monnaie sur place, là, si tu veux, ils viennent te voir, mais c'est pas pour te prendre de la thune, c'est pas forcément pour te proposer un tour qui va te coûter je sais pas combien d'euros, c'est vraiment juste pour te donner des conseils sur quoi faire et te dire ah oui cette rando là elle vaut peut-être plus le coup que celle que tu as prévu de faire aujourd'hui pour telle raison et ils sont géniaux. Enfin, le nombre de personnes qu'on a croisées dans la rue et qui nous disaient, c'est tous des rastas, c'est tous des gros fumeurs de joints. Et le nombre de personnes qui nous ont arrêtés, qui nous disent oh I love your vibes. Enfin, tu vois, vraiment t'as l'impression d'être en Jamaïque. Je sais pas. C'était assez fou et voilà. Enfin voilà, le naturel et l'accueil des locaux était vraiment vraiment génial. Excellent. Il n'y a pas tant d'activités à faire là-bas, j'ai trouvé. Enfin, si t'en as, mais c'est principalement des randos et beaucoup de cascades. Mais si t'es pas rando et si t'es pas trop cascade, ça, faut pas aller en Dominique. Mais les locaux, vraiment, on a adoré. Excellent. Comme On a quoi, vraiment adoré. pas forcément se fier à ce qu'on entend, mais ouais, on peut toujours avoir de bonnes surprises une fois sur place. Exactement. Excellent, punaise. Attends, mais là, ça en fait quand même des expériences. En fait, c'est Ouais. ça qui est incroyable, c'est que quand quand tu t'autorises à vivre enfin, et que je fais gaffe maintenant à ce que je dis parce que là, j'allais te dire quand tu t'autorises à vivre ce genre d'expérience, mais bon, chacun a des contraintes et tout. Partir 9 mois autour du monde, et voilà, il peut y avoir aussi des contraintes difficiles à gérer à l'instant T. Mais bref, quand tu te crées ce genre d'expérience, j'ai toujours l'impression que c'est à la fois hors du temps. Mm. Et en même temps, ça va tellement vite, tu vis tellement de choses que t'as un rapport au temps qui est un petit peu bizarre, à la fois très accéléré et complètement dans l'instant. Je sais pas ce que t'en penses, c'est quoi ton point de vue, toi? Ah bah, je suis tout à fait en phase avec ça. C'est-à-dire que sur le moment,
j'avais l'impression que ça allait assez lentement, honnêtement, sur certains certains moments, mais ça veut pas Mhm. dire que j'ai pas aimé, hein, loin de là. Et en fait, maintenant, quand j'y pense, j'ai l'impression que ça a duré 1 mois et que c'était il y a 15 ans. Alors Ouais. que qu'on est revenu en août et on est en décembre, quoi. Donc, ouais, le rapport au temps est assez fou et en bateau, surtout, c'est ce qu'on appelle du slow travel. C'est-à-dire que tu prends, t'as énormément de temps où tu peux juste contempler l'eau. Enfin, tous les temps que tu passes en navigation, c'est du temps où tu peux juste passer des heures à regarder juste l'horizon. T'as des couchers de soleil et des levées de soleil. Moi, je pense que mon moment préféré, mon quart préféré, par exemple, c'était celui du lever du jour parce que enfin, les couleurs, elles sont juste magnifiques. Et t'as un rapport au temps, ouais, qui a rien à voir. À la fois, t'as énormément de temps pour tout ce qui est contemplation, etc. Ouais. Et à la fois, j'ai l'impression de pas. Et tu peux dire, moi, des fois, tu dois t'ennuyer. Mais en fait, moi, je me suis pas du tout ennuyée. Enfin, en tout cas, en bateau, pas du tout. Sur certaines îles, des fois, je trouvais le temps un petit peu long sur certaines où vraiment, bon, c'est arrivé une fois sur une île, mais je pense que j'étais dans un mood où j'étais archi fatiguée, pas dans les meilleures conditions, on va dire. Parce que au final, tu vois, je te disais tout à l'heure, quand on est revenu de la transat, on a fait 2-3 jours en Martinique et on est tout de suite reparti dans les Grenadines. C'est parce qu'on avait très très hâte d'aller voir les Grenadines. Et c'est aussi pour que nos 2 copains qui étaient avec nous sur cette période-là et qui travaillaient, qui avaient que 2 semaines de vacances dans les Grenadines, puissent aussi en profiter. Donc on s'est mis un peu, sans qu'ils nous le demandent, hein, c'est pas du tout une demande de leur part, mais je pense qu'inconsciemment, on s'est dit non, mais il faut qu'on profite pour eux. Alors que franchement, avec du recul, je pense que tu vois, rester juste une semaine à rien faire après ta Mhm. transat, ça aurait pas été de trop, tu vois. Surtout quand tu t'es Mhm. tapé du mal de mer de l'espace comme on a pu en avoir Thibaut et moi. Avant de conclure, parce que j'aurais pas le temps de faire le topo des 40 îles et des 11 pays qu'on a visités, mais avant de passer à la conclusion, je voulais quand même dire quelques petites choses, notamment sur l'itinéraire et sur le retour. Je vous disais, après la Transat Alley, on est arrivé en Martinique et on a remonté en fait tout l'arc antillais jusqu'à atteindre l'île de Saint-Martin. On est passé par plein d'îles paradisiaques entre-temps, Barbuda, Antigua, la Guadeloupe, les Saintes, enfin, voilà, plein d'îles paradisiaque. Et on a commencé à préparer le bateau une fois qu'on est arrivé à Saint-Martin. Donc on l'a préparé pour la transat retour. Et moi, j'ai fait le choix de ne pas réaliser cette transat retour, non pas parce que je pouvais plus supporter PB et Anise après des mois et des mois passés sur un bateau ensemble. Ça, je reviendrai dessus, mais c'est pas du tout la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. C'est surtout parce que vu que j'avais quand même pas mal souffert, comme vous l'avez entendu pendant la transat allée, je voulais surtout pas finir le voyage sur un souvenir négatif. Vraiment, je voulais pas du tout de ça. Donc je me suis dit, écoute, tant pis, tu prends l'avion, et j'ai pris l'avion pour aller rejoindre ensuite l'équipage aux Açores. Et il s'avère que la transat retour, elle s'est très bien passée, mieux que l'aller, ce qui est assez rare parce que la transat retour est réputée plus difficile que l'aller parce que tu n'as plus les alizés qui te poussent vers ta destination, c'est plutôt le contraire. Mais voilà, la transat a été plus sympa au retour, plus rapide, ce qui est aussi très rare, donc super pour l'équipage. Et je voulais aussi préciser par rapport à la vie à bord que forcément il y a eu quelques petites tensions parfois entre nous trois, mais je pense que c'est inévitable quand on part 9 mois sur un voilier avec autant de promiscuité. Et on s'était dit avant le voyage qu'on ferait des points assez réguliers pour partager un peu nos sentiments et nos ressentis, chose qu'on n'a jamais fait. Et ça, je le recommande tout de même. Donc faites ce que je dis, pas ce que je fais, mais avoir un petit temps dédié, je sais pas moi, par exemple tous les dimanches à l'heure de l'apéro, dédié quelques minutes à ce que tout l'équipage dise un peu ce qu'il a aimé sur les derniers jours et ce qu'il n'a pas forcément aimé. Je pense que ça permet de crever certains abcès. Donc ça va, on s'est pas pris le chou avec PB et Annelise, on n'a pas eu trop de tension, mais c'est arrivé de temps en temps et je pense que ça aurait peut-être été évité si on avait fait ça. Et donc voilà, super expérience qu'on a adoré, on a beaucoup rigolé, on a eu peur, pas tant que ça. Je pense que moi j'ai eu peur qu'une seule fois, c'était quand on était seul avec PB parce qu'on a déposé l'équipage et on a fini le voyage à deux. Et on a déposé le reste de l'équipage à Gibraltar et on allait jusqu'en Corse avec Pierre Benoît. Et sur la navigation entre
Gibraltar et la Corse, on a eu des conditions très très costauds. On a eu 35 nœuds. Ce qui s'est passé à un moment, c'est qu'on était de nuit. Bébé était en quart. Moi, j'étais dans le bateau à la table à cartes. Donc, bébé était à la barre à l'extérieur. Et on s'est pris une énorme vague. Bon, on avait des conditions de vent, je vous disais, 35 nœuds, c'est énorme. On s'est pris une énorme vague tellement grosse que on a eu plusieurs matériels de sécurité qui étaient attachés à l'extérieur du bateau sur le pont qui ont été arrachés sous la force de cette vague-là. C'était du matos de sécu qu'on avait depuis le début du voyage. Hein, et c'est fait pour ça, c'est fait pour être à l'extérieur. Enfin bref. On a le bimini, c'est-à-dire que c'est un espèce de taux qui nous protège du soleil à l'extérieur qui a été arraché avec cette vague-là. Et bon, PB, il a été trempé jusqu'aux os, bien sûr. Et à l'intérieur, moi, j'ai eu tous les équipés, c'est-à-dire tous les tiroirs, les rangements qu'on avait côté tribord, donc droit du bateau, qui se sont ouverts avec cette vague et qui se sont complètement déversés. Donc, on a retrouvé du riz et des pâtes plusieurs semaines après cet incident parce qu'il y en avait vraiment partout. Et moi, à ce moment-là, j'ai eu peur pour PB. Je savais qu'il n'était pas attaché à l'extérieur et je me suis dit, putain, ça se trouve, je suis sur un bateau, toute seule, sans mon mec. Il fait nuit. Je sais pas comment je vais m'en sortir. Donc voilà, ça c'était assez fou. Et c'est assez bizarre, mais je me sens légitime aujourd'hui pour dire que si les personnes ont un rêve, il faut qu'elles foncent et qu'elles se donnent les moyens d'arriver à parvenir à faire ce rêve-là. Et ça, pourquoi je dis que c'est assez bizarre? Parce que moi, c'était pas du tout un rêve de faire ce voyage en bateau vis-à-vis de mon mal de mer. Mais je sais pas pourquoi, je me sens légitime pour le dire parce que je me dis, en fait, j'ai tellement aimé au final. C'est-à-dire que pendant la transat, j'ai honnêtement pris très peu de plaisir. Je vais pas le cacher. Mais tous les moments qu'on a pu vivre pendant le voyage, hormis la transat, toutes les rencontres qu'on a pu faire, on a passé énormément de temps au final aussi à terre, à visiter les îles, parce que c'était l'objectif. Hein. Moi, c'était une des conditions si on partait en bateau, c'était de passer beaucoup de temps aussi à terre. Mmh. Et enfin voilà, je regrette pas du tout de l'avoir fait et je reviens de ce voyage avec une fierté immense, alors que je suis pas du tout du genre à me la péter. Vraiment, moi, je suis plutôt une petite nana qui a pas confiance en elle. Et là, au final, je reviens avec déjà une confiance en moi décuplée et je suis vraiment super fière et je me dis putain, mais les gars, mais en fait, il faut y aller. Si on a une idée en tête, si on a une envie, il faut s'écouter, il faut arrêter de faire dicter nos choix par nos peurs. Et la peur, elle fait partie de la vie, hein, c'est humain. Il faut qu'elle soit là parce que sinon, on ferait des choses complètement folles. Mais il faut pas qu'elle dicte nos choix ou qu'elle nous freine dans nos ambitions. Et il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que le courage, c'est d'être mort de peur, mais de monter quand même en selle. Ouais, c'est beau. Ça, j'ai beaucoup aimé cette phrase. Ouais. C'est une phrase de John Wayne. Ok. Et je me suis pas mal reconnue là-dedans et je me suis dit que ce serait sympa de le partager aux autres. Et voilà, du coup, au final, ce que je retiens, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est dur, mais tu ressors de là tellement fort après, en fait, que je pense que, enfin voilà, moi en tout cas, je le regrette pas du tout et je sais pas si tu peux le regretter en réalité de sortir de ta zone de confort après coup. C'est clair. Peut-être dans l'instant, effectivement, quand tu es en train de vomir pour la 326e fois, parce qu'il y a une petite vague et que il fallait que tu ailles chercher ta paire de chaussettes parce que tu te les gèles, et que ça bougeait dans ta cabine à l'avant. Mais effectivement, je suis assez d'accord avec toi. C'est sans doute... Enfin, après avoir tu vois, échangé avec maintenant plus de 200 invités, ça y est. Waouh. C'est un peu ce que j'entends à chaque fois, ouais, clairement. Que parfois ça fait mal, mais qu'après coup, si on s'est lancé pour les bonnes raisons, finalement, le message systématiquement, c'est que ça valait la peine. C'est ça. En tout cas, écoute Manu, un immense merci pour ce partage. J'ai
adoré vivre un peu cette transat à travers ton récit. C'était juste passionnant. Merci à toi. J'ai découvert du coup plein de choses, notamment les grenadines. Alors, je pense que j'avais déjà entendu parler c'est Saint-Vincent, hein, c'est ça qui fait partie de Saint-Vincent et les Grenadines, c'est le nom du pays. C'est le nom du pays, Saint-Vincent et les Grenadines. Ok. Je pense que j'ai déjà vu des articles en anglais là-dessus, parce qu'il y a 2-3 noms d'autres îles là dont tu as parlé qui me disaient quelque chose, notamment Moutique. Mais bref, Kariakou, ouais. Absolument magnifique. Donc merci encore une fois de plus. Et puis moi j'adore le message évidemment que tu as passé, d'oser se lancer, de pas se laisser bloquer par ses peurs. Donc vraiment merci beaucoup. S'il y en a qui veulent à tout hasard échanger avec toi, par exemple, je sais pas, pour préparer un départ sur une transat ou autre, c'est quoi le meilleur moyen de le faire? Alors, ils peuvent me contacter via notre compte Instagram. On a fait un compte Instagram pour le voyage. C'est Flash et les 3 mousquetaires. Okay. Voilà, et on a aussi, donc là-dessus, je serai assez réactive. Et après, on a, bon, ça, c'est pas forcément pour les personnes qui veulent nous contacter, mais s'il y en a qui veulent voir des photos du voyage, voir un petit peu l'itinéraire qu'on a fait, avoir nos conseils sur les choses à visiter sur les différentes îles, etc., ils peuvent aller sur notre blog de voyage. On a fait un blog sur Polar Steppe, qui s'appelle aussi Flash et les 3 mousquetaires. Donc si on tape Polar Steppe et les 3 mousquetaires, je peux aussi te donner le lien si tu veux. Excellent. Ils peuvent me contacter en effet pour les remèdes anti-mal de mer, les conseils sur les îles. Faut vraiment pas du tout hésiter. Ce sera avec plaisir. Trop bien. Polar Steppe, il y a des photos aussi, non? J'imagine, c'est ça? Oui. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, et puis on peut voir tout le trip. Ah, je savais pas qu'ils avaient une fonction blog. Ouais. Ok. Génial. Et ben le lien est en description de l'épisode, donc allez-y, foncez. Merci beaucoup une fois de plus, Emmanuelle. Et puis écoute, merci je te souhaite à toi. Plein de beaux projets à venir. Merci beaucoup, Loïc. Ciao. Merci d'avoir écouté cet échange avec Manu jusqu'au bout. J'espère que ça vous aura donné envie de voyager. Pourquoi pas d'aller faire votre propre traversée de l'Atlantique. En tout cas, que ça vous aura inspiré à affronter vos propres peurs pour vivre des expériences inoubliables. Pensez à parler du podcast à un maximum de personnes autour de vous. C'est une excellente manière de remercier tous ces invités qui viennent témoigner au micro des Frappés. Je vous rappelle que si vous souhaitez participer financièrement à l'aventure des Frappés, vous pouvez le faire via la plateforme Tipeee, tipeee.com/les-frappés. Un immense merci à toutes celles et ceux qui ont déjà franchi le pas et qui participent à l'aventure de cette manière. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao les Frappés!